Né en 1762 à Timbo, alors capitale d'un État théocratique d'Afrique de l'Ouest, Abdul Rahman Ibrahima Sori était le fils d'Almami Sori Mado, un roi Peul qui régnait sur les 9 provinces du Fouta Djallon. Sori était un prince, et très cultivé. Il parlait 4 langues africaines en plus de l'arabe et de l'anglais. Il a étudié dans la prestigieuse université de Tombouctou, une ville aussi légendaire que royale. Cette université fondée au XIVe siècle par le célèbre et richissime empereur Kankou Moussa, a formé plusieurs générations d'intellectuels, surtout du monde musulman. À l'âge de 26 ans, lorsqu'il a été capturé pour être vendu comme esclave, Sori occupait déjà d'importantes fonctions religieuses et militaires. En 1778, le jeune prince est chargé de diriger une armée de 2000 hommes, dont la mission est de protéger la côte et de renforcer les intérêts économiques de la région. C'est au cours de cette campagne militaire que le prince Sori a été capturé, puis vendu à des esclavagistes anglais. Après 8 mois de navigation dans des conditions inhumaines, Sori arrive donc aux États-Unis. Après avoir été vendu à Foster, il arrive à Natchez, qui était à cette époque un village reculé dans le Mississippi, avec plusieurs autres Africains mis en esclavage. Sori tente désespérément de faire comprendre à Foster qu'il ne peut tout simplement pas le réduire en esclavage, car il est l'héritier du trône de l'un des plus importants royaumes d'Afrique, l'État théocratique du Fouta Djallon. Mais pour Foster, cela n'avait pas d'importance, il l'a payé très cher et ne songe même pas à renoncer à son investissement, d'autant plus que sa plantation n'était pas si prospère. Malgré tout, Foster l'appela prince, à la suite de la découverte de ses origines nobles, et ce surnom lui collera à la peau jusqu'à ses derniers jours. À son arrivée à Natchez, dans le Mississippi, territoire espagnol à l'époque, Sori se rend compte des conditions arriérées de ce village, lui qui était issu d'une société africaine très sophistiquée qui, à l'époque, traversait une période de véritable expansion intellectuelle. Une fois à Natchez, d'abord Foster coupe ses longs cheveux, puis le fait travailler à la terre. Pour le jeune prince, c'est une humiliation qu'il ne peut tolérer, et il décide donc de s'enfuir. Il s'aventure en territoire inconnu et marécageux et tient bon pendant quelques semaines, tandis que Foster déclenche une chasse à l'homme. Cependant, Sori abandonne la fuite face au désespoir. Seul, dans une nature hostile, il réalise que tout avait changé pour lui. Il n'était plus un prince, plus un guerrier. Il réalise que la seule façon de survivre dignement est d'essayer de contrôler autant que possible la situation dans laquelle il se trouve, sans trop rêver de retourner dans sa terre natale, l'Afrique. Il décide donc de retourner à Foster, avec l'intention précise d'exploiter ses compétences. Son maître, Foster, cultivait du tabac et élevait du bétail, mais les affaires n'allaient pas très bien pour lui. Au cours de ces années, la culture du coton avait pris de plus en plus d'importance et procurait de la richesse aux propriétaires fonciers. Foster ne connaît rien au coton, mais heureusement pour lui, Sori avait une connaissance de la culture du coton puisque la plante était cultivée au Fouta Djallon. Grâce à ce jeune prince africain, Foster devient l'un des plus grands planteurs de coton de la région et se rend compte qu'il était devenu indispensable pour ses affaires. Il le promeut donc contremaître, une condition qui garantit à Sori un minimum de liberté, comme celle de cultiver son propre potager et de vendre ses récoltes au marché local. Quelques années plus tard, Sori se marie et donne naissance à 9 enfants, dont 5 garçons et 4 filles, tous légalement esclaves de Foster. 20 ans après son arrivée à Natchez, dans le Mississippi, il se produit un événement incroyable qui, s'il n'était pas réellement passé, pourrait ressembler à un rebondissement dans un film. En effet, plusieurs décennies auparavant, un médecin d'origine britannique, nommé John Cox, a fait naufrage sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Il a été secouru par un groupe de personnes du Fouta Djallon, puis soigné à Timbo, la ville natale de Sori. Il a ensuite été pris en charge pendant 6 mois par la famille royale, celle du jeune prince. C'est donc lui qui enseigna l'anglais à Sori. Dans une circonstance surprenante, les chemins de Cox et de Sori se croisent à nouveau dans le marché de ce village reculé du Mississippi. Cox devient ainsi le seul homme en Amérique qui a une dette d'honneur envers Sori, pour tout ce que sa famille avait fait pour lui. Il décide alors de la payer en essayant de convaincre Foster de lui vendre le jeune prince réduit en esclavage.
Mais l'homme refuse car Sori était devenu indispensable au bon fonctionnement de ses affaires. Dans les années qui suivent et jusqu'à sa mort en 1816, Cox a tenté de libérer Sori sans y parvenir. Cependant, ses efforts ont porté des fruits car l'histoire de Sori était devenue publique et a suscité de l'intérêt, même dans la presse locale. En 1826, lorsque Sori écrit une lettre à ses parents en Afrique, le journaliste Andrew Marshall envoie la lettre au sénateur du Mississippi. Comme la lettre était écrite en arabe, le journaliste et le gouvernement des États-Unis ont supposé que Sori était un mort. Il décide alors de transmettre la lettre au consulat des États-Unis au Maroc. Après avoir pris connaissance de cette lettre, le sultan du Maroc, Abderrahmane, demande au président américain et au secrétaire d'État la libération de Sori. Le cas de Sori devient ainsi une affaire internationale, à tel point que les États-Unis ont décidé de le libérer pour éviter des problèmes diplomatiques. À ce moment-là, son maître Foster ne peut plus refuser, et en 1828, il libère Sori sans exiger de paiement, mais à condition que le prince retourne en Afrique et ne continue pas à vivre comme un homme libre aux États-Unis. Cependant, un autre problème se présentait, la femme et les enfants de Sori n'étaient pas inclus dans le contrat de libération, car Foster n'avait certainement pas l'intention de les libérer eux aussi. La nouvelle de cette affaire extraordinaire s'est répandue dans tout le pays. Sori, qui était un véritable débrouillard, en route pour Washington, parvient à réunir les fonds nécessaires pour payer la liberté de sa femme. De nombreuses personnes se pressent pour écouter ce jeune prince instruit, réduit en esclavage, qui plaidait sa cause. Une fois à Washington, il réussit même à rencontrer le président américain John Quincy Adams, et lui demande de faire un don pour la libération de ses enfants. Mais Adams refuse, car Sori lui avait avoué qu'il n'était pas un mort, et qu'il ne voulait pas aller au Maroc, mais plutôt au Libéria. Le Libéria était alors un État africain récemment né, créé précisément pour accueillir les esclaves libérés aux États-Unis. Sori choisit cette destination car elle est beaucoup plus proche du Fouta Djallon que le Maroc. Au bout de quelques mois, Sori ne récolte que la moitié des fonds nécessaires pour libérer ses enfants. Son histoire devient un tel tollé que son maître Foster menace d'invalider la libération si le prince ne se dépêche pas de retourner en Afrique. Finalement, le 18 mars 1829, Sori débarque seul avec sa femme à Monrovia, au Libéria, avec l'espoir de revoir un jour ses enfants. 4 mois après son arrivée, il meurt, sans jamais revoir sa ville natale Timbo, ni ses 9 enfants qui sont restés la propriété de Foster. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir.